final, ceux qui en ont le plus sont ceux qui montrent le moins. Et c'est une vraie règle qui s'applique. Il ne faut pas démarrer un business uniquement parce que une personne que tu as rencontrée, qui vit sa meilleure vie à Dubaï, qui roule en Lambo, qui fait la fête tous les soirs en boîte de nuit, qui vit la vie de rêve, a démarré ce business-là. La réalité, c'est que si tu démarres pour ces raisons-là, il y a de fortes chances que tu arrêtes et que tu abandonnes très rapidement. L'acquisition de biens matériels, tu n'en seras jamais satisfait pleinement. La qualité de mes décisions fait la qualité de mes résultats dans mon business. Alex Hormozy a un dicton, on va dire un art de vivre, qui est « Never skip dessert », ne jamais louper le dessert. Les amis, bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Zero to Hero. Aujourd'hui, je suis avec Joao, vous commencez à le connaître. On est à la maison, tranquillement, fin de journée, et puis on a dit qu'on allait se faire un super podcast. On a pas mal de choses à se dire. Ces derniers jours, on a pas mal discuté de pas mal de choses qui nous ont un petit peu ébranlés, énervés, un petit peu dans l'écosystème business dans lequel on baigne. Et puis on s'est dit que ce serait cool de pouvoir les remettre sur table. Du coup, c'est le sujet de ce soir. Comment ça va ? Ça va bien, merci, et toi ? Ça va super, On n'a pas du tout passé la journée ensemble, mais écoute, on n'a pas passé la journée ensemble ? c'est de bon augure. Bah oui, tu me demandes comment ça va, mais tu sais comment je vais. Ah ouais. Non, oui, t'as dit un mot intéressant, énervé. Ah, tu sais, c'est un mot à utiliser à tort et à travers. Je ne me laisse pas l'opportunité de m'énerver. Être agacé, enquiquiné. Mais énervé, non. L'énervement est une émotion bien trop forte. Tout à l'heure, on était au restaurant et j'avais qu'on rebondisse là-dessus. Et on faisait référence à un ami commun que l'on a qui évolue dans un business model complètement différent du nôtre. Ça reste dans le business en ligne, mais une industrie qui est assez différente. Et on parlait un petit peu des désillusions que peuvent avoir les jeunes personnes qui souhaitent se lancer dans le business. Tu vois, par exemple, ce qui est assez flagrant, c'est que la plupart des gens, et moi le premier, quand je démarrais, j'avais tendance à me comparer un petit peu à des gens qui avaient sur le papier plus de résultats que moi, ou du moins un lifestyle auquel j'aspirais. Et donc j'avais tendance un petit peu à les idolâtrer, et puis à voir uniquement les avantages de leur situation ou du business model qu'ils empruntaient. Ça peut être, je sais pas moi, le e-commerce, le marketing de réseau, l'infoprenariat, etc. Et on en parlait tout à l'heure parce que en réalité, c'est vrai que faut pas démarrer un business uniquement parce que une personne que tu as rencontrée qui vit sa meilleure vie à Dubaï, qui roule en Lambo, qui fait la fête tous les soirs en boîte de nuit, qui vit la vie de rêve, a démarré ce business-là. Parce que la réalité, c'est que si tu démarres pour ces raisons-là, il y a de fortes chances que tu arrêtes et que tu abandonnes très rapidement. Mais c'est souvent l'erreur que beaucoup de jeunes font quand ils démarrent. Et c'est dommage en fait. C'est dommage puisque je pense que la meilleure chose à faire, c'est avant de te lancer dans un business, c'est vraiment d'étudier tous les avantages et les inconvénients qu'il comporte et de prendre une décision rationnelle vis-à-vis de ça et pas de se dire ouais, je démarre ce business model parce que sur le papier j'ai l'air d'avoir un bon effet de levier, je vais pas échanger mon temps contre de l'argent, je vais pouvoir me créer du revenu passif rapidement et je vais pouvoir faire mes 5 chiffres par mois en moins de 6 mois je l'ai fait, c'est sûr, tu vois. Généralement, quand tu pars dans cet état d'esprit, t'arrêtes vite. Je pars du principe que déjà, si tu veux, pour gagner 5 chiffres rapidement et sans trop travailler, voilà. C'est un concept, si tu veux, qui est mis en avant à tort et à travers. On en a déjà parlé dans le podcast. C'est cet angle un peu c'est de la persuasion en réalité, tu vois. C'est de vouloir montrer les choses plus belles qu'elles ne sont dans la réalité. D'enjoliver notre lifestyle, d'enjoliver notre business model. On est tous coupables à plus ou moins grande mesure. Certains sont très coupables de ça aussi. La réalité, c'est quoi ? C'est que pour générer plus de 5 chiffres par mois, donc plus de 10 000 euros par mois et de manière rapide, ça va se faire avec du travail, ça va se faire avec de la persévérance, ça va se faire en appliquant et en mettant en action des choses qui vont être plus ou moins confortables à certains moments, qui vont être plus ou moins agréables à certains moments. Et tout le narratif autour du faire de l'argent rapidement, sans trop travailler, souvent, quand une chose est trop belle pour être vraie, c'est qu'elle ne l'est probablement pas. Ouais, c'est clair. Tu vois, ce qui est assez drôle dans cette volonté de vouloir faire les choses rapidement, c'est que... et tu vois, chaque année, notamment en janvier, entre le 3 et le 5, parce que généralement je fais un gros premier de l'an, donc pour m'en remettre il me faut 2 jours, et donc
Généralement, entre le 3 et le 5, je me prends un temps avec moi-même et je me note un petit peu les objectifs et les choses que je souhaite faire différemment à chaque nouvelle année. Et cette année, la promesse que je me suis faite, tu vois, est vraiment une ligne directrice que je veux m'imposer, c'est que chaque action que j'entreprends cette année doit être dans la direction de la construction d'actifs, tu vois. Et donc, ça me force en fait à me poser la question à chaque fois que j'entreprends une action, est-ce que ça va servir un objectif à court terme qui peuvent être souvent drivés par l'appât du gain, la cupidité, des émotions qui sont assez néfastes, ou alors justement est-ce que les actions que tu entreprends aujourd'hui c'est des graines que tu sèmes mais où j'en récolterai le fruit à long terme, donc à savoir vraiment cette vision de création d'actifs plutôt que de gains court terme. Et généralement tu vois, quand tu as cette vision-là, à long terme, tu en es bien plus récompensé, tu vois, notamment si on prend dans le business du business en ligne, tu vois, le fait de dépenser en publicité ou en création de communauté, en vidéo, la construction d'audience, ça, à long terme, ça te permet de compound et d'avoir des résultats qui sont exponentiels. Or, si tu fais comme un peu le syndrome de l'objet brillant de la plupart des gens qui se lancent, je teste le closing, je vais faire du e-commerce, je vais faire du MLM, tout ça, ou de l'infoproduit, peu importe, et bien en fait, en faisant ça, tu penses que en switchant business model, en faisant de saut de mouton, tu vas plus rapidement atteindre cet objectif peut-être. Or, tu ne fais que repousser l'atteinte de cet objectif parce qu'à chaque fois que tu changes de business model, tu dois réapprendre des compétences, refaire du network, etc., réapprendre un process, tu vois. Et c'est le chemin inverse, tu rallonges l'atteinte de l'objectif. Alors que si tu te cantonnes à apprendre une compétence, à la bousiller, à devenir une figure d'autorité dans ton domaine, etc., à long terme, tu seras beaucoup plus gagnant, quoi. Moi, c'est cette culture du facile. Enfin, voilà. Si on prend par exemple le fait d'avoir des abdos, je sais que certains hommes tiennent énormément à la volonté d'avoir cette fameuse plaque de chocolat, etc., le six-pack. Il y a 3 réelles façons de le faire. La première, c'est de faire des implants de silicone sur ton abdomen. Facilité, mais c'est pas la plus optimisée, mais globalement, si tu veux, tu passes sous le bistouri. Ouais. Voilà, t'as le temps de l'opération, ensuite le temps de cicatrisation, et globalement, t'as un truc qui ressemble à des abdos. Je n'ai pas dit que c'était forcément esthétique, mais en tout cas, tu les as, tu vois. Soit tu passes par un processus de liposuction, où globalement, tu vas enlever des cellules graisseuses de ton bide, et puis forcément, vu que tu as moins de cellules graisseuses, tes abdos vont un peu se voir davantage. Ou bien tu fais la partie la plus difficile, qui est de bien s'alimenter et faire du sport pendant 6 mois. Et globalement, tu as plus de probabilité d'avoir des abdos qui sont esthétiques, etc. Mais forcément, il faut passer par ce processus de faire des exercices pendant 6 mois où tu ne vois pas d'abdos jusqu'au jour où tu te lèves et tu te dis « Ah oui, il commence à se voir ». Donc il y a un peu cette mentalité-là. Après, tu vois, pour revenir à ce que tu disais au début sur le fait de suivre quelqu'un qui a des résultats ou qui a eu des résultats ou qui dit avoir des résultats, si je puis dire comme ça, c'est néanmoins quand même une bonne stratégie en réalité. C'est que si tu as quelqu'un que tu connais personnellement, qui est dans un certain business, qui peut t'ouvrir les portes, t'expliquer comment est-ce que ça fonctionne, etc., rentrer dans les coulisses, voir et pouvoir accompagner cette personne-là, un peu dans une relation un peu mentor-mentoré, ça peut être intéressant. Mais quand il s'agit de personnes que tu ne connais pas vraiment sur Internet et qui te proposent un programme, un plan, un business en particulier, et qui, elles, ont un intérêt particulier à te faire rentrer dans ce système-là, un intérêt personnel à te faire rentrer dans ce système-là, outre le fait de pouvoir te mentorer, là, ça devient un peu compliqué, parce que du coup, leur objectif, c'est un objectif de vente, clairement, et dans cet objectif de vente, souvent, on va avoir tendance à mettre en valeur les belles choses et à mettre un peu sous le tapis les choses qui sont un peu moins belles. Et la réalité, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui... aujourd'hui sur les réseaux sociaux, même on le voit dans les différents business qu'on a, etc., qui disent avoir des résultats bien plus importants que ce qu'ils n'ont réellement. Et forcément, ça crée des étincelles dans les yeux, en fait. Ouais. Ça crée des étincelles dans les yeux à celui qui ne connaît pas, celui qui n'a pas d'expérience dans ces domaines-là, qui n'a pas encore l'œil affûté, si tu veux, pour découvrir le bullshit, pour savoir que c'est du bullshit. Moi, je pars du principe, si tu veux, qu'il ne faut jamais prendre pour argent comptant ce que quelqu'un te dit. Il ne faut pas non plus rentrer dans le mécanisme inverse où tu considères que tout est faux. Non. Mais voilà, il faut être un peu dans cette nuance. Mais tu vois, par exemple, il y a une phrase que j'aime bien, moi que je considère comme vraiment vraie, c'est que le succès n'est pas réplicable. À l'inverse, l'échec l'est. Tu vois, chaque individu, non seulement il te montre bien ce qu'il veut, et en plus avec les réseaux sociaux maintenant c'est complètement exacerbé. Il y a le biais du survivant aussi.
Du Il y a le billet du survivant. C'est quoi ça? Le billet du survivant, c'est un peu cette histoire de la Seconde Guerre mondiale où finalement des analystes voyaient les avions arriver, donc ceux qui allaient au combat et qui revenaient, si tu veux, à l'aérodrome, et ils analysaient finalement où est-ce qu'il y avait des impacts de balles. Et du coup, ils se sont dit initialement qu'on va renforcer les endroits où il y a des impacts de balles. Parce que comme ça, ils vont revenir sans les impacts de balles, ou ils vont être plus protégés des impacts de balles. Sauf qu'on oubliait finalement que c'est probablement les endroits où ils n'étaient pas touchés qui causait le fait que les avions ne revenaient pas. Donc en fait, il y avait une myriade d'avions qui ne revenaient pas, et c'était les endroits où justement il n'y avait pas d'impact de balles qu'il fallait renforcer, parce que c'était probablement là où ils avaient été touchés, et qui faisait que l'avion tombait. Donc on a inventé le billet du survivant à partir de cette expérience-là. Et en fait, on a toujours tendance à voir le succès, on a toujours tendance à voir les gens qui ont réussi à atteindre un certain palier financier, etc. Encore faut-il qu'il y ait aussi une différence temporelle. Là, je fais un petit aparté, mais tu as le fait de faire ce qu'on appelle un one-hit wonder, où tu vas avoir un gros succès à un moment, une fois, tu vois, et tu vas en parler tout le temps, et puis celui qui arrive à avoir des résultats constants sur 5, 10, 20 ans. Tu vois. Ouais. Là, c'est aussi une différence considérable. Et plus tu es jeune, forcément moins temps d'expérience, donc la probabilité que tu aies eu un gros succès à un moment sur 5 années de ta vie, et qu'il y ait un an qui a particulièrement cartonné, que tu vas parler de cette année-là, ça va arriver aussi. Mais du coup, on a souvent tendance à voir le succès de certains et à se dire que c'est réplicable, mais on n'a jamais tendance à voir les gens qui ont essayé, les gens qui ont essayé de reproduire la même chose et qui n'ont simplement jamais réussi. Et du coup, on n'entend pas parler d'eux. Tu vois, c'est un peu ce truc des chanteurs, où globalement on voit des grands chanteurs, tu vois, qui passent dans le top 100, tu vois, dans le Billboard, des top 100. On ne voit pas tous ceux qui ont essayé de faire de la musique, qui font peut-être de la musique depuis 5, 10, 20 ans, tu vois, et qui n'ont jamais touché ce niveau-là, si tu veux. Donc voilà, c'est un peu l'histoire est souvent racontée par les vainqueurs et non par les vaincus. Et on peut facilement tomber dans les travers de se dire je vais suivre ce gars parce qu'il a fait un succès, étant donné qu'il me dit que son succès est réplicable, parce qu'il y a aussi cette notion que tout le monde peut réussir. Ça, on peut aussi en discuter si tu veux, de cette notion que tout le monde, absolument tout le monde, que qui que ce soit peut réussir. Ça dépend dans quoi, ça dépend comment. Selon moi, tout le monde peut, mais tout le monde ne va pas. Parce que ça demande énormément de... tout le monde peut, oui et non. Oui et non, moi je suis pas d'accord sur le fait que tout le monde a les mêmes... tu vois, le monde n'est pas égal. Le monde n'est pas égal. Pas tout le monde a le même jeu de cartes au début de la partie. Ce qui compte dans la vie, c'est ce que tu fais de ce jeu de cartes. Bien évidemment. Voilà. Mais imaginons une main de poker, si tu veux. Tu peux être le meilleur joueur du monde et avoir un contrôle de toi et savoir bluffer, etc. Si on t'a donné une paire de merde, on t'a donné une paire de cartes à chier, et que les autres gens autour de toi ont une meilleure main que toi, ils vont gagner. Tu vois. Mais après, quand tu dis tout le monde peut réussir, tout le monde fondamentalement réussir, déjà ça veut dire quoi? Tout le monde peut vivre selon ses propres règles. Si tu vois, c'est pas tout le monde, si réussir, t'assimiles ça à devenir multimillionnaire, évidemment que tout le monde ne peut pas le devenir. Enfin, sur le papier, oui, il y a un facteur génétique, il y a un facteur de naissance, d'environnement dans lequel tu évolues, etc. Qui fera que tu auras plus de probabilité ou non, si tu entreprends les mêmes actions, d'atteindre ce résultat. Mais en tout cas, tout le monde peut vivre une vie inspirante. Du moins, une vie qui est en adéquation par rapport aux règles qu'on décide de s'imposer dans la vie. Après, le concept de tout le monde peut, mais tout le monde ne va pas, moi je trouve qu'au contraire, ça illustre bien un petit peu notre société. Hein. Tout le monde ne va pas parce que tout le monde n'est pas prêt à faire... les concessions, les compromis et les choix nécessaires et inhérents à un gros succès professionnel. Si on parle de succès professionnel, parce que quand on parle de réussite, parce que ça ne veut rien dire réussite, parlons plutôt de succès professionnel, de richesse financière. Le succès financier implique des concessions de vie, des choix, des comportements, des skills à avoir et à développer. Et ça, effectivement, c'est pas donné à tout le monde. Enfin, c'est pas... Si on prend l'exemple du business, ça c'est un truc que Jordan Peterson parle très souvent. Si tu veux, des traits de caractère qui déterminent que quelqu'un peut avoir du succès ou pas, ou quelqu'un qui aura une plus grande probabilité de succès ou pas. La métrique la plus analysée pour ça, c'est le QI. C'est con à dire. C'est pas la métrique parfaite, mais c'est vrai que les personnes qui ont un quotient intellectuel plus élevé ont tendance, professionnellement, à mieux réussir.
Ça ne veut pas dire dans le milieu de l'entrepreneuriat en particulier, mais dans globalement toutes les aires de la société, ils ont tendance à mieux réussir ce qu'ils font. La problématique, c'est que, si tu veux, c'est une espèce de parabole. Le quotient intellectuel est une parabole où finalement, tu vois qu'il y a une forte proportion de personnes qui sont dans la moyenne en termes de quotient intellectuel, et il y a forcément les extrémités. Ceux qui sont dans l'extrémité la plus opposée, vraiment ceux qui sont vraiment à toute l'extrémité, donc nommés les HPI, tu vois, peuvent avoir des problèmes sociaux, etc. C'est quelque chose qui est souvent visible, mais forcément, tu vois, ils sont peut-être les meilleurs dans leur catégorie. Et ça, c'est aussi ce qu'on voit. Les plus grands mathématiciens, etc., les plus grands physiciens, les plus grands scientifiques sont des personnes qui ont quand même un quotient intellectuel bien plus élevé que la moyenne, souvent dépassant les 120, voire même les 130, voire même pour certains les 140. C'est beaucoup plus rare. La problématique, c'est lorsqu'on regarde le côté opposé de la parabole. Les personnes qu'on voit le moins, c'est les personnes qui, malheureusement, ne sont pas dotées d'un quotient intellectuel très important. Surtout celles qui sont en dessous des 83 de QI. Aux États-Unis, et on en a parlé l'autre jour, et ça c'est Jordan Peterson qui a sorti ces stats, c'est qu'aux États-Unis, si tu as en dessous des 83 de QI, globalement, tu ne peux pas être accepté à l'armée américaine. Ce qui est un vrai problème, parce que l'armée américaine, on considère que c'est quelque chose de très homogène, de très uniforme, où on peut faire rentrer n'importe qui, où on peut considérer que n'importe qui peut devenir un soldat, à partir du moment où il y a un minimum d'aptitude physique, mais globalement, même si tu n'as pas les aptitudes physiques, tu peux être du côté administratif, parce que l'armée a besoin d'administration tout de même. Donc que tu sois sur le côté terrain, pour produire comme étant un soldat, ou du côté administratif dans l'état-major, on a besoin d'un nombre incalculable de personnes, surtout des personnes en âge de pouvoir être à l'armée, donc à partir de 18 ans jusqu'à globalement 40-50 ans si tu veux. La problématique, c'est qu'aux États-Unis, ils n'acceptent pas les personnes qui sont 83 de QI parce que on a vu sur le terrain, sur les différentes études qui ont été faites, que ces personnes-là ont vraiment beaucoup de mal à faire les choses qu'on leur demande, ont beaucoup de mal à réaliser des tâches même les plus simples, et ça c'est une vraie problématique parce que du coup on dit à tout le monde que oui c'est possible pour toi de faire tout ce que tu veux, de vivre selon tes propres règles, sauf qu'il y a une part de déterminisme qui ne dépend pas de toi, qui malheureusement peut t'impacter tout au long de ta vie. Ouais, oui, c'est vrai. Ouais. Et tu vois, qui globalement, selon le jeu de cartes que tu as reçu au début de la partie, t'es plus ou moins baisé. Il y a certaines personnes qui sont très bien loties. Tu vois, il y en a d'autres qui sont un peu moins bien loties. Et malheureusement, ça va être beaucoup plus difficile pour elles d'atteindre, peu importe ce qu'elles désirent. Tu vois, ça va être beaucoup plus difficile pour elles. Et ça, malheureusement, tu vois, dans un temps où on décide que tout le monde est égal, etc. Mais non, mais c'est pas vrai ça. Non seulement c'est pas vrai, mais je pense que c'est aussi problématique de prôner ce discours-là, parce qu'en réalité, lorsqu'on dit que tout le monde est égal, tout le monde se considère comme tel. Sauf que quand on regarde dans la réalité des choses, par exemple, si on regarde le marché de la séduction entre les hommes et les femmes, les hommes comprennent vite fait qu'ils ne sont pas égaux aux autres, tu vois. Tu vois, ceux qui ont un peu de bide, ça, ils ont le contrôle là-dessus, mais ceux qui, malheureusement, ont pas un beau visage, etc., ont des traits de visage qui ne sont pas esthétiques, etc., ont peut-être une morphologie qui ne l'est pas, vont avoir plus de problèmes à trouver une femme que d'autres personnes qui, pour le coup, ont un ratio entre la taille des épaules et la taille des hanches qui est beaucoup plus proportionné, etc. Ça ne veut pas dire que ceux qui ont été moins bien lotis ne peuvent pas réussir. Parce qu'il y en a certains qui vont avoir une certaine aptitude à surmonter leurs conditions initiales et à outrepasser ça et à en tirer un bénéfice maximum. Comme par exemple des athlètes paralympiques qui, globalement, ils ont peut-être eu un accident de vie ou bien peut-être ils sont nés comme ça avec un certain handicap, mais derrière, ils vont quand même devenir des athlètes internationaux et ils vont même défoncer des gens qui n'ont pas de handicap en particulier. Ce qui, ça, est une forme de respect incroyable. Parce que bien évidemment, un homme qui a tous ses membres, imaginons, peut courir beaucoup plus vite qu'un homme qui n'a pas tous ses membres. Mais ce qu'on voit, c'est qu'il y en a certains qui, par exemple, ont plus depuis le genou vers les chevilles, si tu veux, n'ont plus cette partie-là. Ils courent beaucoup plus vite que toi et moi, par exemple. Donc il y en a certains qui vont outrepasser cette condition, cette barrière naturelle, mais sur 100 personnes, combien le font-elles, tu vois ? Donc cette notion de déterminisme et de tout le monde est égal et de tout le monde peut réussir est selon moi assez néfaste, et surtout lorsqu'on parle de business. Parce qu'encore une fois, on parlait au tout départ de la notion de vente, c'est que, oui, tu as tout intérêt à dire dans ton discours de vente, dans ton discours marketing, que tout le monde peut y arriver. Parce que du coup, tout le monde peut se sentir concerné. N'importe quelle personne à qui tu discutes. Sauf que la réalité, c'est quoi ? C'est que non, pas tout le monde peut le faire.
même si les gens le veulent, pas tout le monde, même si en mettant le maximum de capacité dans la chose, il y en a certains qui vont immanquablement pas réussir. Alors peut-être qu'à force de persévérance, au bout de 20 ou 25 ans, ils vont pouvoir réussir, mais certaines personnes ne vont pas le pouvoir. Mais ça, c'est un avis qui n'est pas partagé par la majorité des personnes qui sont dans cet écosystème, parce qu'on a tendance à enjoliver les choses, parce qu'encore une fois, on a ce biais du survivant. Mais sur combien de personnes qui ont réussi, combien de personnes n'ont pas réussi? Et je pense que le ratio peut être assez effrayant. À voir. Mais tu vois, si on prend l'exemple initial, il y a aussi ce truc de suivre des personnes qui annoncent avoir des résultats qu'ils ont eu une fois dans leur vie, qui n'ont pas réussi à le reproduire, mais qui surfent sur cette vague-là. Qu'est-ce que t'en penses, toi, de ces gens-là? En fait, c'est ces gens qui ont eu un succès et qui se servent de ce one success pour en faire un business, pour faire venir les gens à eux, pour les rallier à leur vision ou à leur business et tout. Moi, j'ai rien contre ces gens-là. En fait, c'est juste si ton seul et unique skills, ton seul et unique levier, c'est de te servir de ton one success comme un élément d'influence, comme le seul élément d'influence, le seul pour faire venir les gens, je trouve que bon, tu vois, c'est pas, pour moi, je trouve pas ça très gratifiant, tu vois. Alors que si tu te laisses le temps d'essayer de rebâtir ce succès, d'en avoir un, deux, peut-être dans des secteurs différents, avec des manières de faire différentes, etc., ça te rend encore plus complet en tant qu'homme, en tant que ça travaille, ça fait évoluer ta maturité entrepreneuriale et tout. Moi, je trouve qu'il y a beaucoup plus de... Je trouve que c'est beaucoup plus vertueux et intéressant de suivre un entrepreneur qui a pris le temps de se construire à travers plusieurs succès, même s'il a eu plusieurs succès, mais aussi pas beaucoup d'échecs. Je trouve que c'est suivre un entrepreneur plus complet et beaucoup plus intéressant pour un jeune entrepreneur. Il apprendra bien plus, il en tirera de bien meilleures leçons que de suivre une personne qui a eu juste un one-time success où tu ne comprends même pas vraiment comment il a eu ce one-time success, tu connais pas les tenants et aboutissants, et même quoi que tu fasses, tu n'obtiendras pas le même parce que ça se trouve, son one-time success, ça a été un concours de circonstances, etc. Ça aussi, tu vois, il y a une grande part de chance, de timing, il y a plein de choses dans un succès. Après, moi, j'ai rien contre ces gens-là, c'est plus vis-à-vis des gens qui vont s'identifier à ces figures-là, c'est attention, quand vous vous identifiez à une figure, essayez de comprendre un petit peu, essayez d'être objectif. Ça, c'est le plus dur, d'être objectif. Quand on est jeune, tu vois, on a la dalle, on veut réussir, on est happé par le biais des réseaux sociaux, par la comparaison, par le lifestyle, par tout ça, et donc on en oublie des fois d'être objectif. Mais soyez objectif. La personne que vous suivez, à qui vous accordez du crédit, concrètement, est-ce que vous lui avez demandé de montrer ses chiffres, vous lui avez demandé d'être derrière son épaule pour regarder un petit peu comment s'est passé son process et tout? Ça, c'est à la limite. Ça, je trouve ça intéressant de faire ça. Plutôt que de suivre aveuglément un mec et boire ses paroles. Au bout d'un moment, ça n'amène rien de bon, hein, je pense. Je suis pas un grand fan de Grant Cardone, mais il avait donné un exemple une fois. Il avait passé quelques jours avec un milliardaire, si tu veux. Du moins quelqu'un qui se prétendait comme tel. Et lui, il le suivait parce qu'il n'était pas encore milliardaire. Lui, son objectif a toujours été d'être milliardaire, donc il l'a suivi, etc. Puis après 2-3 jours, après avoir gagné un peu sa trust avec lui, il voulait vraiment en avoir le cœur net. À quoi ça ressemble d'être un milliardaire? Est-ce que vraiment il raconte pas de bullshit? Alors il a dit, mec, j'ai besoin de voir. J'ai besoin de voir. Montre-moi un compte bancaire, montre-moi quelque chose. Ouais. J'ai besoin de voir la réalité du truc. Et puis le type lui a sorti son téléphone avec un compte bancaire où il y avait plus de 100 millions dessus. Donc voilà. Si sur un compte bancaire, t'as 9 chiffres, en principe, t'as d'autres actifs qui vont avec, etc. Voilà. Après, on aime ou on n'aime pas Grant Cardone, ça c'est un avis personnel, mais tu vois, c'est dans le sens d'être dans cette démarche, quand tu connais un peu quelqu'un, de pouvoir montrer, de pouvoir voir aussi l'envers du décor, savoir quelle est la réalité. Et parfois,
parfois on peut être très surpris. Parfois on peut être très surpris parce que, à vrai dire, acheter des habits de marque, acheter une Rolex, etc., ça, à vrai dire, tout le monde peut le faire. Si tu veux, tu peux prendre 10K pour t'acheter une Rolex, tu peux prendre tu vois, 2-3K pour t'acheter du Dior, des lunettes Cartier, etc. Mais est-ce que derrière, tu vois, la proportion entre tes achats plaisir, on va dire, et ton cash flow réel est juste? Est-ce que ça représente une part importante de tes actifs, si tu veux? Enfin, quelqu'un qui a une Rolex, mais ça représente la moitié de son patrimoine, bon, bah, globalement, tu vois, il y a un problème. Et très souvent, si c'est les gens qui font ces genres d'achats, en réalité, sur la gestion financière, ne peuvent pas se permettre ce genre d'achat-là. Je regarde un YouTuber que ça me fait rire, il fait des micro-trottoirs, il va voir les mecs à Monaco, à Genève et tout, il demande leur métier et tout. Et il y a, dans une de ses dernières vidéos, il va, je crois, devant le Plaza Athénée à Paris, et il croise 2 Chinois avec un mec avec une femme avec des sacs Hermès, machin. Et puis il allait rentrer dans le Plaza Athénée, qui est l'hôtel le plus cher de Paris. Il dit nice to meet you, qu'est-ce que vous faites dans la vie et tout. Et puis il dit bah voilà, je suis médecin, ma femme elle est infirmière, quelque chose comme ça. Il dit ok cool, quel conseil donnerez-vous à un jeune et combien vous gagnez de revenus par an? Et ils disent entre 35 et 40 000 euros par an. Et ensuite il dit ok merci, puis ensuite il dit à la caméra, il dit mais non mais c'est un truc de ouf, les mecs ils sont au Plaza Athénée, il est avec des sacs Hermès, des machins, comment, bon après évidemment on sait pas, tu vois, si c'est de l'argent, en fait tu vois, c'est que tu connais jamais toute l'histoire. Mais donc, tu vois, les gens qui paraissent le plus sont généralement ceux qui possèdent le moins ou ceux qui pèsent le moins. Et c'est vrai que, surtout chez les jeunes, on a tendance à trop s'identifier aux figures extérieures de richesse, mais ça ne définit pas du tout un individu ni sa situation. Puis pour quand même avoir évolué depuis un petit peu de temps dans le business et connaître des gens qui sont de plus en plus influents et importants, et même depuis qu'on est ici, on a l'occasion de rencontrer, au final... Ceux qui en ont le plus sont ceux qui montrent le moins. Et c'est une vraie règle qui s'applique. Tu vois, malgré, dernièrement, on a eu 2 invités qui ont, je sais pas, eux 2, ils ont 4 grosses voitures de sport. Ça se compte, je sais pas, ils ont un patrimoine en voiture qui pèse plusieurs multimillions et ils ont même pas la quarantaine. Donc, c'est une belle réussite. Ils sont venus ici, chemise froissée dégueulasse. Bon, je suis peut-être un peu, voilà. Non. Bon, écoute, en tout cas, même que ce soit dans l'attitude, ok. Voilà. Surtout l'attitude, et même peut-être aussi, voilà, mais même le vestimentaire, etc. Tu les croises dans la rue, c'est limite si tu as envie de leur payer un croissant, tu vois. Non mais, tu vois, et ça, faut vraiment comprendre ça, c'est que les comptes Insta, tous ces gens là qui vont faire des séjours à Dubaï, donc tu vois sur leur fil d'actualité, il y a 4 photos à Dubaï devant une Lambo à la suite au Five là, avec le jacuzzi, puis ensuite pendant 6 mois il n'y a pas de photos parce qu'ils retournent chez eux à Reims ou à Lille, tu vois, dans la chambre de leurs parents. Et, tu vois, c'est qui écoutez-vous, et ça faut arrêter. Bah, après c'est un biais que les gens ont, mais c'est de la merde, tu vois. Bah, j'ai l'impression que c'est un peu dû à l'époque, tu vois. Ce qu'on voit, c'est que quand même les artistes les plus populaires, les artistes musicaux, c'est beaucoup lié au hip-hop, au rap. Ouais. Et ce qu'on voit, c'est que bah voilà, dès qu'une personne a un peu percé, dès qu'elle a fait un album qui a bien marché, voire 2, voire des singles qui ont vraiment bien explosé, bah directement, si tu veux, il y a un peu ce jeu, même au niveau des paroles. Si tu veux, t'écoutes beaucoup de rap français, bah il y a beaucoup de paroles qui tournent autour de ce jeu au niveau du luxe, tu vois. Il y a beaucoup de marques, les Dior, les Chanel, les Louis Vuitton. C'est des marques qui font partie intégrante de cette culture-là, si tu veux, culture rap, ce qui est très bien. Mais du coup, c'est bah voilà, tu vois. Là, dernièrement, c'est une manière de dire aux autres voici la revanche que j'ai prise sur la vie, quoi. Voilà, c'est avant je passais devant ces boutiques et je regardais juste la vitrine. Aujourd'hui je peux rentrer, je peux ressortir en ayant dépensé 5, 10, 15 000 voire même plus X milliers d'euros si tu veux en ressortant de la boutique. Voilà, il y a un peu ce syndrome là. Là récemment il y a eu je sais plus quel événement il y a eu à Paris, mais ça a rassemblé pas mal de rappeurs français, et puis on le voit sur le tapis rouge, etc. On voit beaucoup de ces signes de marque, des quartiers ornés de diamants, si tu veux, des quartiers custom full diamant, beaucoup de Gucci, beaucoup de Louis Vuitton, etc. Donc c'est des marques qu'on voit dans la culture
populaires, si je puis dire, qui sont devenus très mainstream aujourd'hui. Et du coup, certaines personnes veulent reproduire parce que forcément, quelqu'un qui a un Birkin de chez Hermès, quelqu'un qui porte une ceinture Gucci, etc., c'est assez facilement reconnaissable. Voire même une Rolex, si tu veux, une Rolex de loin, si tu connais un petit peu le monde des montres, tu reconnais directement ce que c'est une Datejust, beaucoup de gens en ont, etc. Et directement, quand tu vois ça, tu montres une image de toi qui a un peu d'oseille, qui a fait X tant de milliers d'euros et qui peut se permettre d'acheter ce genre de choses. La réalité derrière ça, personne ne saura. Certaines personnes sont des acheteurs compulsifs et ont tendance à dépenser. Ça me fait penser à un truc. Alors, tu vois, moi, je suis vraiment pas. Alors, j'aime bien la SAP et tout, mais tu vois, je vais pas être la première personne à aller chez Gucci, Louis Vuitton, parce que c'est des marques que je déteste et que je trouve pas du tout élégantes, mais parce que tu vois, c'est pas trop mon truc. En revanche, tu me faisais penser là au niveau des montres. Tu vois, les montres, c'est vraiment une passion aussi qu'on a en commun. Et je réfléchissais au pouvoir que pouvaient avoir ces accessoires sur les opportunités business, etc. Et moi, les plus gros contrat que j'ai signé à l'époque quand j'étais apporteur d'affaires avant de me lancer dans le business en ligne, ça a été grâce à ma Rolex Master 2 Pepsi, puisque en fait il y avait ce paradoxe où j'avais 21 ans, donc vraiment tête jeune, machin, petit costume et tout, et j'allais dans des séminaires où j'allais rencontrer des mecs qui avaient 40-50 ans, donc il y avait ce conflit générationnel. Les gens se disaient what the fuck, qu'est-ce qu'il fait mec, il vient me vendre une offre d'investissement à 200 000 euros dans la crypto ou dans l'IMO, voilà. Et puis quand on était au restaurant ou quand on était en network, ils voyaient la montre, et donc mine de rien, tu vois, c'est une montre qui valait un certain prix. Et tout de suite, en fait, la jauge de crédit que le mec va t'accorder, elle monte tout de suite. Et donc, en fait, ça devenait un point d'accroche avec ces gens-là. Et avec 2-3 personnes, je me rappelle, et machin. Et puis, il se trouve que le mec aussi avait une Vacheron Constantin ou d'autres mondes, tu vois. Et puis, on parlait et tout rapidement. Et puis le fait qu'il voit cette montre et que en fait ça a permis d'élever un peu cette autorité et cette confiance, et ça permet ensuite de pouvoir signer des deals ou de faire des affaires, parce que du coup ça te met un peu dans une sorte de rang social où les gens se disent mine de rien t'es pas n'importe qui, et si tu peux te payer ce genre de montre, c'est que tu as fait des affaires qui fonctionnent plutôt bien, et donc c'est que ce que tu fais c'est pas si mauvais que ça, et donc du coup je peux peut-être t'écouter. Et ça, c'est vachement intéressant, je trouve. C'est ce qu'on appelle l'autorité par association. L'autorité par association, c'est, si tu veux, j'emprunte l'image de marque, par exemple, de Ferrari, Lamborghini, Rolex, Gucci, Louis Vuitton, enfin bref, il y en a plein. Parce que je suis détenteur de ces marques-là, ça dit quelque chose de moi. Parce que ces marques-là ont un branding tellement fort et un branding tourné autour de la réussite. C'est un peu l'histoire de Rolex quand même, si tu veux. Combien de fois est-ce qu'on a entendu dire, si t'as pas une Rolex à quoi, 40 ou 50 ans, à 18 ans. Non, je déconne. Non, tu sais, c'était qui? C'est un as de la com qui avait dit ça, il s'appelle... Mais voilà, il y a cet adage qui dit, voilà, si t'as pas une Rolex à 40 ou 50 ans, je me souviens plus de l'âge, t'as raté ta vie. Voilà. Et ça, c'est quelque chose qui est extrêmement connu. Pourquoi ? Parce que c'est un branding, c'est de l'autorité par association. C'est un peu comme, tu vois, les boîtes de pharma, ou bien même, tu vois, les dentifrices qui vont dire, recommandé par... 99% des médecins, si tu veux. Il y a plein de marques. J'aimerais bien voir les stats d'ailleurs quand ils disent ça. Mais voilà, mais c'est ça. Mais du coup, parce qu'il y a l'autorité d'un médecin, d'une marque, peu importe, et qu'on s'associe à cette figure d'autorité, donc ça dit quelque chose de nous. Ça dit quelque chose de notre marque ou de notre produit ou peu importe. Donc, l'association par autorité, c'est un biais extrêmement fort. Et c'est con à dire, mais les montres, c'est ce qu'on appelle en anglais un conversation starter. C'est ce qui te permet de commencer une conversation. C'est assez intéressant parce que beaucoup de personnes les remarquent. Même un néophyte total en termes horloger, tu as quelqu'un qui n'y connaît absolument rien, quand il voit une Rolex, souvent il la reconnaît. Peut-être d'autres marques comme par exemple des Vacheron Constantin, des Jaeger-LeCoultre, voire même des Breguet, tu vois, c'est certaines marques de montres un peu moins connues mais qui sont dans la catégorie d'auto-horlogerie, si tu veux, vont avoir peut-être moins de crédit, mais une Rolex, c'est quoi à dire, mais une Datejust va plus parler qu'une Vacheron Constantin, alors qu'il y a certaines Vacheron Constantin qui sont absolument... ça va pas parler au même type de personne, disons. Voilà. Quelqu'un qui s'y connaît en horlogerie va être beaucoup plus impressionné qui va identifier ta Vacheron Constantin ou que sais-je, une montre de ce calibre-là, si tu veux, elle a plus de chances d'avoir
d'avoir un niveau business plus avancé qu'une personne qui va, parce que tu reconnais une Rolex, c'est aussi ça. Mais le concept d'initier une conversation, c'est assez intéressant. Bon, après, je veux dire, t'as pas besoin de ça pour. Mais disons que comme premier point d'approche dans un dîner un peu mondain, un peu foireux, ça peut être intéressant d'initier une conversation. Après, c'est pas pour ça que quand, encore une fois, tu commences à gagner ton argent, tu vois, tu commences à faire tes 10, 20, 30 premiers milliers d'euros, qu'il faut tout de suite te jeter sur une montre en te cachant derrière le fait que ça peut être un instrument d'opportunité et tout. Tu vois, faut pas tomber là-dedans non plus. Hein. Je pense qu'au début, ce qui est important, c'est de sécuriser, c'est d'investir. Exactement. Exactement. Après, tu as le cas Richard Mille, par exemple, où chaque montre, littéralement chaque montre dépasse les 6 chiffres. Ça dit quelque chose quand même sur toi. Normalement, alors même si tu es un très gros spender, il fallait quand même générer les 100 000 euros et pouvoir les dépenser dans une montre. Quand elles sont à 100 000 euros. Tu vas dans les Gold Souk à Dubaï et tu vas t'acheter... Une fausse. Ouais, bon après, ça, la problématique des fausses montres, c'est ça aussi. Là, tu t'achètes de l'autorité bas de gamme. Mais je vais te dire un truc sur les fausses montres. C'est comme les faux habits de marque, c'est comme les fausses Nike, c'est comme tout ce qui est un peu fake, etc. Même si personne ne sait que c'est fake, toi, tu le sais. Donc, tu sais inconsciemment que, déjà de 1, tu n'achètes pas ce truc pour toi. T'achètes pas une fausse Rolex parce que t'aimes bien Rolex. Parce qu'il y a des aficionados de Rolex, si tu veux, qui achètent des Rolex et qui ne les mettent jamais, etc. Parce qu'elles n'ont pas envie forcément que les autres gens les sachent, mais parce qu'elles aiment vraiment l'outil que c'est, tu vois, la montre en tant que telle, ils apprécient, donc ils l'achètent pour eux. Mais ceux qui achètent du faux l'achètent toujours pour les autres. Et jamais pour eux. Sauf que eux, tu vois, au fond de leur tête, à chaque fois qu'ils regardent soit le faux sac Louis Vuitton, soit la fausse montre, tu vois. C'est aussi pour ça que j'aime bien l'automobile, parce que l'automobile, tu peux pas vraiment faire des fausses. Non. Et parfois, c'est con à dire, mais y a des gens qui font des fausses, enfin pas des fausses, mais par exemple, il y avait un type, je sais plus dans quel pays c'était, qui avait construit une Lamborghini avec des pédales. Donc en fait, il avait construit toute la carrosserie, toute la Lamborghini. Il avait fait un travail de fou avec des plaques d'aluminium et tout. Et puis le résultat était dingue. Alors, tu vois, il faisait pas. C'est une Lambo à pédale. Non, mais c'est une Lambo à pédale, mais tu vois, le type aimait le fait d'avoir la carrosserie et de pouvoir faire le truc. Et tu vois, c'est presque respectable. Parce que c'est difficile à faire. Ça l'est. Presque. C'est qu'est-ce qui manque pour que ce ne soit. En vrai, c'est respectable. En vrai, c'est respectable parce que c'est difficile à faire. Et c'est difficile à faire. Et il le fait pas en se disant, oui, tout le monde va croire que j'ai une Lamborghini. Non. Les amis, très important, si vous appréciez notre contenu, je vous invite à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, à liker la vidéo, activer la petite cloche pour être averti en temps réel des sorties des nouvelles vidéos. Et aussi, si vous souhaitez savoir comment je peux vous accompagner personnellement avec mon équipe à atteindre vos objectifs et à gagner en liberté financière, c'est les premiers liens dans la description. Ceci étant dit, reprenons. Tout le monde sait pertinemment que c'est une fausse, mais tu vois, c'est le fait qu'il l'ait créé de lui-même, de ses mains, que c'est assez joli. Après, il y en a qui font des trucs de malade. Par exemple, il y a un type, il a filmé, il a documenté tout son processus pour refaire une Ford GT40. Donc, tu vois, une voiture extrêmement connue qui a été lancée dans les années 60 pour les 24 heures du Mans par Ford, pour essayer de battre Ferrari. D'ailleurs, il y a eu un film qui a été fait là-dessus récemment. Et le type, vraiment, il a documenté sur YouTube comment est-ce qu'il a fait le châssis, comment est-ce qu'il a fait la carrosserie, trouvé le moteur, etc. Il a vraiment fait de A à Z, et puis le projet est fou. Et pour le coup, il a vraiment un résultat qui est très convaincant. On dirait vraiment une Ford GT, une vraie de vraie. Mais c'est quelque chose qui n'est pas falsifiable, tu vois. Personne dans son garage peut faire une Ferrari comme Ferrari pourrait les faire. Personne dans son garage pourrait faire une Rolls comme Rolls peut les faire. Non, il y a uniquement eux qui savent les faire. Même les autres marques automobiles ne vont pas essayer de faire un truc qui y ressemble. Voilà, parce que c'est infalsifiable. Par contre, une fausse Rolex, aujourd'hui, tu peux littéralement trouver des fausses Rolex qui coûtent 1500 euros, 2000 euros, 3000 euros, qui sont presque... Enfin, c'est de l'ordre du micromètre, si tu veux, la différence qu'il peut y avoir entre une vraie Rolex et une fausse Rolex, parce qu'il y en a qui mettent beaucoup d'intention, et c'en est presque du même niveau que ce qu'ils arrivent à faire chez Rolex. Mais ça reste une fausse. Et toi qui l'achètes, et tu sais pertinemment que c'est une fausse, tu peux même jamais la revendre. En termes de valeur dans ton patrimoine, ça n'a pas de valeur. Tu vois, c'est aussi ça qui est con. Enfin, quand tu achètes une Rolex à 10K, voilà, avec les variations de prix, peut-être qu'elle coûtera un peu moins d'ici quelques années si tu lis souvent, etc. Mais ça représente quelque chose dans ton patrimoine.
Une fausse, ça ne représente rien, c'est zéro, si tu veux. Et c'est aussi en termes de décision financière, c'est pas très smart, je trouve. Mais voilà, l'association par autorité, c'est un biais qui est très fort, qui est d'ailleurs très utilisé dans le monde du web entrepreneuriat, si je puis dire. Tu vois, on en parlait, mais une publicité sur Facebook, sur YouTube, ou peu importe, où il y a une Lamborghini derrière, Tai Lopez l'avait bien compris, tout le monde s'est foutu de sa gueule pendant très longtemps, mais la réalité, c'est qu'il avait un CTR, donc un click-through rate, qui était incroyable. Les gens cliquaient, il y avait un watch time de bâtard. Souvent, les gens, quand ils mettaient une voiture de sport, qu'ils avaient une petite Rolex sur la publicité, ça avait tendance à plus cliquer, ça avait tendance à générer plus de résultats, de par justement l'association par autorité de ces objets, de ces marques qu'ils arrivaient à mettre dans leur publicité, qui, en termes de résultats financiers, ça représentait un investissement pour eux. Et eux, c'est entre guillemets les plus smart. Même chose pour certains youtubeurs qui se sont fait une vraie audience à la base parce qu'ils avaient des voitures assez impressionnantes qui démontraient des signes de richesse assez importants, et du coup ça inspirait les gens, donc ils ont commencé combien de pages sur Instagram qui montrent des montres ou qui montrent des voitures ont une audience incroyable parce qu'ils montrent tout ça, tu vois. Encore une fois, ce n'est pas ceux qui montrent le plus qui ont le plus, et la réalité c'est que suivre des personnes qui montrent beaucoup de signes de richesse, on a tendance à en parler, les mots tiennent lieu de vertus qui manquent. On pourrait presque modifier cet adage en disant celui qui montre le plus est celui qui en a le moins. Ouais. Et je pense que c'est une bonne maxime par laquelle suivre, si tu veux. C'est con à dire, mais tu regardes les Elon Musk, tu regardes ceux qui ont vraiment des grosses richesses, même des Qataris, c'est pas ceux qui le montrent le plus, alors qu'il y en a qui sont vraiment... Ils sont habillés pareil, les Qataris. Bah c'est vrai, mais c'est con, hein. C'est con, mais... Ça enlève ce truc de... Le statut par le vêtement, quoi. C'est pas mal, ça. C'est un concept. L'art de dépenser son oseille correctement. Ça, c'est aussi quelque cool. chose... c'est aussi un concept assez important, je pense, que dans le monde de l'entrepreneuriat, on voit souvent qu'est-ce qui est généré en termes de chiffre d'affaires. Jamais quel est le profit réel et quelles sont les vraies dépenses. Et finalement, est-ce qu'on peut avoir un business en ligne qui soit vraiment lean ? Est-ce qu'on peut avoir un business en ligne qui soit pauvre en charge, qui ait relativement peu de charges, et avoir des marges de profit extraordinaires, tu vois, de l'ordre de 80-90%, comme certains pourraient le dire ? Je connais pas de business où tu as 80% de marge dans la poche. Ah non, j'en connais pas du tout. Déjà dans le business en ligne, si tu as 50% dans la poche, après charge, après impôt, après pub, après machin, c'est déjà très bien. L'art de dépenser, ouais. Bah là c'est cool de dépenser. J'adore dépenser l'argent. L'argent est fait pour être dépensé. Les riches dépenseraient plus leur argent, l'économie tournerait mieux. Ouais, alors ça je suis pas très croyant de la théorie du ruissellement, si tu veux. Ça, ce que tu viens de dire, c'est la théorie du ruissellement. L'argent, si tu veux, c'est bien, tu le gardes, mais bon, au bout d'un moment, tu vas crever, en fait. Donc, si tu l'utilises pas, tu en fais quoi de ta thune, en fait ? Alors, non, l'objectif, c'est pas d'être le plus riche du cimetière. Hein. Ça, je suis d'accord là-dessus. Non, mais tu parlais du fait que si les riches dépensaient plus leur argent, ça ferait plus tourner l'économie. Bah non, mais disons que... pourquoi l'industrie du luxe, c'est la seule industrie dans le monde qui connaît pas la crise ? Alors ça... Ouais, parce que justement, les gens qui ont de l'argent, et pas que, surtout les gens qui, au final, c'est surtout la classe moyenne ou les nouveaux riches, entre guillemets, qui le sont pas réellement, qui font tourner cette économie-là. En vrai de vrai, c'est ça, en vrai, tu vois. C'est plus... c'est pas en soi les... si tu prends la poignée de multimillionnaires ou de milliardaires, je suis sûr que c'est pas les premiers consommateurs de Louis Vuitton ou de Gucci. Hein. C'est au contraire les gens qui commencent à faire un peu de sous. Au final, c'est les gens qui ne deviennent jamais riches. C'est ceux c'est, on va dire, cette catégorie de personnes qui font un peu d'argent, un peu plus que la moyenne. Et donc tout de suite, pour montrer pour montrer ma revanche sur la vie, qui vont à Louis Vuitton tous les week-ends, c'est plus ces gens-là. Mais ouais, dépenser... moi, mes dépenses sont simples. Hein. Restaurant, Airbnb, hôtel. Et kiff, soirée. Alors, Joao, qu'est-ce qui t'arrive ?
Tu nous fais pas ça en plein podcast quand même. La caméra était tournée. Ouais, je sais. Non, mais effectivement, mais ça, en fait, c'est pour ça que c'est aussi important d'apprendre à se connaître, vraiment de faire cet effort de de quoi vous avez besoin pour vivre, pour être bien. Tu vois, parce que le principe de l'enrichissement, c'est de dépenser moins que ce que tu gagnes et de faire ça pendant suffisamment longtemps pour que le différentiel soit suffisamment important et que tu puisses ce que j'appelle faire l'écart financier. Eh bien, pour faire l'écart financier, il faut dépenser moins que ce que tu gagnes. Mais pour dépenser moins que ce que tu gagnes, il faut que tu identifies clairement quel est ton lifestyle idéal et combien tu as besoin pour assurer ce lifestyle. Moi, je sais très bien qu'aujourd'hui, je n'ai pas le lifestyle idéal rêvé, mais j'ai identifié. Aujourd'hui, je vis clairement le lifestyle, on va dire, idéal que je peux tenir clairement pendant les 10 prochaines années. Et si on me dit, allez, même franchement, si on me dit... tu meurs dans 15 ans et tu dois maintenir ce niveau de dépense, ce niveau de lifestyle, ça me dérangerait absolument pas. Parce qu'en réalité, j'ai identifié mes besoins, qui sont certes un peu plus élevés que la moyenne, mais qui est suffisamment cohérent même par rapport aux finances que je gagne et qui me permet de continuer de faire l'écart financier aujourd'hui et qui va me permettre de le faire encore plus demain, parce que même si demain j'ai encore plus de rentrées d'argent, je n'élèverai pas mon style de vie parce que je sais que j'ai besoin de temps pour vivre. Mais avant d'en arriver là, ces 2 dernières années, j'ai quand même fait un petit peu le con, quand même un peu dépensé, parce que pour arriver à savoir combien tu as besoin pour bien vivre, tu as besoin de faire des conneries avant. Moi, je dis souvent aux gens, ouais, mais quand tu commences à gagner de l'argent, dépense-le. Tu sais, c'est vraiment, hein, quand tu commences vraiment à gagner de l'argent, quand tu commences, pas vraiment, mais à gagner de l'argent correctement ta vie, mieux que ce que tu as gagné auparavant, fais-toi plaisir, dépense, va en soirée, fais des conneries. Comme ça, tu te rendras compte que t'as pas besoin de ça, tu vois. Mais il faut l'expérimenter pour le vivre, tu vois. Moi, je te dis ça aujourd'hui parce que j'ai fait des dépenses à la con, et vraiment à la con, ces 2 dernières années. D'ailleurs, si je prenais le temps de poser mon cerveau sur une feuille, un crayon et de noter un petit peu mes dépenses, je pense que je prendrais le somme très vite. Et j'arrêterais d'écrire. Mais où est donc partie toute cette oseille? La réalité, c'est que ça aussi, c'est fou, hein, mais y a plein de gens, tu leur demandes, c'est vrai, où est passé l'argent, ils ne le savent pas. Ça part tellement vite en fait. C'est si tu ne sais pas, si tu ne tiens pas. Et puis moi, je suis pas de ce genre de gens qui tient un tableau de dépenses. Non, tu vois, je sais que je me verse tant. Et sur ces temps, je sais approximativement combien je dépense par jour, combien part dans le loyer, tu vois, c'est tout. Je connais des mecs qui tiennent un tableau de dépenses quotidien et tout. Non, c'est mort, tu vois, je fais pas ça. Mais c'est vrai que l'argent, faut qu'il y ait une destination et faut vraiment identifier ses besoins. Si tu n'identifies pas tes besoins, en fait, tu vas croire que ça y est, plus d'argent égale plus de bonheur égale plus. Non, c'est faux. Tu vois. C'est faux. Vraiment pas tomber dans ce truc-là. Moi, je pars du principe que l'hédonisme est un puissant fond. L'acquisition de biens matériels, tu n'en seras jamais satisfait pleinement. Tu voudras toujours le nouveau truc, tu voudras toujours... imaginons, on parlait de l'exemple des montres, par exemple. Chaque année, Rolex sort des nouveaux modèles. Globalement, tu achètes ton nouveau modèle en 2022, tu es super content, là, tu fais regarde, tu vois, j'ai une nouvelle Rolex Starbucks, tu vois, qui se porte sur le poignet droit. Voilà, je l'ai, machin, superbe. En fait, 2023, la montre est entre guillemets déjà has-been parce que du coup, Rolex a relancé une nouvelle collection, a re-hypé sur une nouvelle collection. Et derrière, les gens qui avaient acheté en 2022, globalement, elle est cool ta montre. Mais bon, là, on est sur l'époque 2023. Donc en fait, quand tu es constamment dans cette surenchère, tu seras jamais réellement satisfait. Et effectivement, l'argent ne fait pas le bonheur, mais le bonheur ne remplit pas l'assiette. Et je pars du principe que quand même, l'argent achète une partie du bonheur, si tu veux. Il y a des choses qui peuvent te rendre plus heureux du fait que tu aies davantage d'argent, bien que ça apporte son lot d'autres problématiques, mais qui sont quand même plus agréables à vivre que quand tu n'as pas d'argent. Maintenant, l'acquisition de biens matériels à outrance est selon moi assez nocive, si tu veux. Et puis, il y a aussi un truc, c'est que tu peux acheter un ensemble Gucci à 10 000 balles, imaginons. Tu as un ensemble de survêtements à Gucci qui soit ultra hype. La réalité, c'est que ça reste un survêt, tu vois. T'as meilleur temps d'aller chez Tom Ford, d'acheter un joli costume bespoke ou sur mesure qui te coûte le même prix et qui est quelque chose que tu vas pouvoir garder pendant les 15-20 prochaines années, qui va jamais être dépassé de mode, qui va toujours rester dans son jus, si tu veux, et que tu vas toujours porter et garder une certaine élégance. Donc il y a aussi l'art et la manière de dépenser son argent correctement, sur éviter
dépenser son argent sur des trucs flashy simplement parce que tout le monde en parle, mais de dépenser son argent sur des trucs que tu apprécies et qui probablement vont garder une certaine valeur dans le temps parce que c'est apprécié par d'autres personnes qui ont un certain goût, tu vois. Tu vois, ça me fait penser à quand je me suis acheté ma première sportive, donc en 2021, je me suis acheté cette bagnole parce que pour moi c'était la concrétisation d'objectifs, donc je me suis acheté ma Nissan et en fait je me suis rendu compte d'un truc, c'est que la valeur, le désir quand tu n'as pas quelque chose il est comme ça, quand tu l'as tu vois il diminue. Et moi la voiture, les 3 premiers mois c'était incroyable, je prenais un vrai plaisir, limite je chialais quand j'étais au volant, je mettais une petite musique émotionnelle, je me faisais un peu la rétrospective de où j'étais il y a quelques années, où est-ce que j'ai réussi à construire, et du coup ça me procurait de la satisfaction, de la gratitude et j'étais très content. Et ensuite en fait je rentrais dans cette voiture et je faisais mes trajets de manière mécanique et en fait j'en oubliais même que c'était une putain de voiture de sport que je rêvais depuis gamin. Et j'ai commencé à reprendre ce plaisir de la conduire depuis que je voyage plus. Parce que quand je voyage pas, quand je voyage, la voiture, je ne la conduis pas. Et donc, du coup, mon désir a le temps de remonter. Et du coup, quand je la retrouve, j'ai ces yeux de gamin quand je la vois dans le garage, dans le jardin. Je me dis incroyable. Et quand je vais remonter dedans, là, quand on va rentrer, je vais retrouver ce sentiment-là. Et donc, ça, je pense que ça s'applique à une voiture, mais ça s'applique à tout. Ça s'applique, je sais pas si toi ton kiff effectivement, si symboliquement, moi j'aime bien acheter des objets un peu de luxe, de luxe qui signifient une symbolique, l'atteinte d'un objectif. Mes montres, ça a été l'atteinte d'un objectif, la voiture, ça a été l'atteinte d'un objectif. Du coup, c'est bien plus que succomber à une pulsion, c'est vraiment symboliser dans la matière l'atteinte d'un objectif. Tu vois, et le fait d'y inclure une signification, ça... pour moi, ça renforce, tu vois, la valeur que j'y accorde. Et donc là, c'est au sujet d'une voiture, mais ça peut être au sujet d'une montre, ça peut être au sujet d'un t-shirt, de peu importe l'objet, en fait, d'y accorder une symbolique et de faire en sorte de te séparer aussi de cet objet pendant un certain laps de temps. Ça te permettra de retrouver le désir d'avant que tu te l'achètes, tu vois. Et oui. Tu vois, tu as parlé avant du contrôle de pulsion. On a parlé avant au restaurant de quels sont les critères, ou du moins le dénominateur commun à toutes les personnes qui ont une certaine réussite financière ou une certaine réussite dans les affaires, si tu veux. Et tu vois, on parlait des routines, on parlait de ce genre de choses qu'on entend assez souvent. L'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt. Ça c'est des phrases un peu bateau qu'on entend un peu partout, tu vois, ceux qui ont des routines ultra puissantes, tu vois, qui méditent, qui font énormément de sport, qui mangent ultra bien, vont avoir une plus grosse probabilité de succès. Et puis on parlait du fait, est-ce que c'est finalement vrai, est-ce que c'est peut-être pas la réalité nécessairement, tu vois, et de finalement quel était le dénominateur commun à toutes ces personnes-là. Toi, qu'est-ce que t'en penses justement des routines, de toutes ces choses qu'on voit sur les réseaux sociaux qui sont prônées par plein de personnes qui ont eu plus ou moins de réussite, tu vois, voilà, ce qui m'a fait réussir, c'est de me lever à 5h du matin tous les jours. Moi, ce qui m'a fait réussir, c'est d'avoir eu une pratique sportive. Moi, ce qui m'a fait réussir, c'est de me former ou d'écouter du développement personnel ou de lire tel et tel bouquin, tu vois, au début, quand je me suis lancé. Qu'est-ce que tu penses de tout ça ? Ce que je pense de tout ça, alors, les routines... Je pense que c'est important d'avoir des routines, on va dire des choses, on va dire des habitudes vertueuses, porteuses, motrices que tu entretiens quotidiennement. Maintenant, ça peut être si, encore une fois, comme tu l'as dit, tu vois le sommeil, l'heure à laquelle tu te lèves, l'heure à laquelle que tu te couches, en fait, on est des individus, on est tous différents et il y a plein de manières de s'imposer des routines vertueuses. Moi, je suis parti d'un constat simple, tous ces trucs de faire le savers le matin, se lever tôt, faire 1 heure de méditation, lire une demi-heure. Au final, tu commences à travailler à 15h, à 19h, donc de 8 à 15, tu as fait tes routines de faire ça, ensuite tu n'as rien fait. Non, moi, en fait, avec le temps, j'ai identifié vraiment ce qui apportait le plus de résultats dans mon business. Ce qui faisait, quand je mettais de l'énergie sur cette chose-là et que j'en prenais soin, ça m'emmenait dans la stratosphère au niveau de résultats. Et cette chose-là que je me dois de chérir et d'en prendre soin chaque jour de ma vie, c'est la clarté.
la clarté. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, dans la majorité de tous les jours, en fait, les actions que j'entreprends le plus, c'est les décisions que je prends. On va dire que la qualité de mes décisions fait la qualité de mes résultats dans mon business. Et pour prendre des décisions de qualité, je me dois d'être clairvoyant et d'avoir de la clarté. Pour avoir de la clarté, c'est simple. Pour moi, j'essaie de me coucher à la même heure tous les jours, de manger bien, un régime on va dire des habitudes alimentaires que j'ai pris le temps de me créer et d'expérimenter, qui fonctionnent sur moi, qui me permettent d'avoir un niveau d'énergie constant, de me coucher 5 jours sur 7 à la même heure, de faire du sport 5 fois par semaine, de sortir, et ça c'est important, de sortir une fois par semaine. Quand je dis sortir, c'est faire la fête, c'est boire un coup, voir mes potes, de lâcher les valves complètement. Ça, tu vois, ça me permet justement de maintenir un équilibre. Cet équilibre me permet d'avoir suffisamment de clarté. Voilà, mais j'ai pas besoin, à l'inverse, de mater des vidéos de développement personnel tous les jours pour me rappeler à quel point je dois passer à l'action, pour me rappeler qu'il faut que je garde la motivation. Non, en fait, j'ai des choses qui sont ancrées dans mon inconscient et et en fait, j'ai pas besoin, voilà, de faire un petit peu ce que font la majorité des gens, tu vois, quand ils démarrent de s'abreuver de dev perso, etc. Parce qu'en fait, ils vont chercher de la rassurance dans des éléments extérieurs. Mais regarde, toi, tu me dis, voilà, toi, ce qui est important pour toi, c'est la clarté. Maintenant, est-ce qu'on peut réussir sans clarté ? Est-ce qu'on peut réussir donc professionnellement sans clarté ? Ouais. Ou sûrement, ouais. Je pense que oui. Ouais, est-ce qu'on peut réussir sans s'abreuver de dev perso ? Oui. Oui. Est-ce qu'on peut réussiir en s'abreuvant de dev perso ? Bien sûr, oui. Est-ce qu'on peut réussir en se levant ? Il faut trouver ce qui fonctionne pour toi. Voilà, et je pense c'est tout. Moi, me lever le matin en ayant un haut niveau d'énergie, un haut niveau d'espace mental, en tout cas, c'est ce que j'ai identifié comme étant la chose qui me permettait d'être efficace et donc de produire du résultat. Encore une fois, c'est issu d'un travail personnel. Ce qui fonctionne pour moi n'est pas pareil pour... Et c'est pour ça qu'il faut accepter de lâcher prise vis-à-vis de ça. Tu vois, c'est pas arrêter de se raccrocher à une recette. C'est pas une injonction. C'est pas une injonction. C'est pas parce que tu fais ces choses-là ou que Bill Gates a fait ces choses-là que ça y est, on doit suivre ce dogme. Ouais, c'est la Bible. Non, c'est pas vrai. Tu vois, chaque individu fonctionne différemment. Et ça fait du bien aux gens de vouloir se racoler à une recette. Si je suis cette recette, c'est sûr, 80% des gens qui ont du succès ont suivi ça. Non, mais c'est faux. Ça, on dit ça dans les livres, tu vois. Apprends à te connaître, expérimente sur toi. C'est comme les entraînements sportifs, c'est comme l'alimentation. C'est comme tout ça, en fait. Il faut apprendre à se connaître, tu vois, et tester sur soi. On apprend à se connaître en testant, tu vois. Il faut tester plein de trucs. Laisser le temps au temps aussi, tu vois. Laisser le temps au temps, tu vois. C'est important, tu vois. C'est pas j'ai 19 ans, je vais réussir. Non, mais c'est comme tu as 19 ans, tu veux avoir un beau corps, apprends la nutrition. Nous, c'est vrai que tout au long de ce podcast, on a déjà prôné à plusieurs reprises de bien s'alimenter, de bien faire du sport, etc. Maintenant, est-ce qu'il y a des gens qui réussissent et qui sont en surpoids et qui ont une alimentation de merde ? Oui, ils y arrivent totalement. Est-ce qu'il y en a qui... lorsqu'ils se lèvent à 6h du matin, il y en a qui se lèvent uniquement à midi. Enfin voilà, c'est un peu égal à tout le monde. Il y en a qui sortent 2-3 fois par semaine, il y en a qui sortent jamais. Tu vois, donc voilà, il y a un peu il y a des gens qui travaillent 6 heures par jour, il y en a qui en travaillent que 2, il y en a qui travaillent que 1 heure par semaine, tu vois, et qui ont des mêmes niveaux de succès ou des niveaux de succès comparables. Donc voilà, ça on va dire, c'est des choses, c'est ce que je veux dire, des paramètres qui sont un peu propres à chacun, comme tu l'as dit. Maintenant, il y a quand même des dénominateurs communs qui sont commun pour le coup, pléonasme, à toutes les personnes qui ont réussi. Et ça, je t'en ai parlé juste avant, c'est Alex Hormozy qui en parlait. On en a déjà parlé plusieurs fois dans le podcast, parce que je trouve que c'est quelqu'un qui est assez smart dans tout ce qu'il dit, dans la majorité des choses qu'il dit, on va dire. Mais il parlait du fait que les 3 traits de caractère qu'il voit le plus souvent chez les personnes qui ont un assez gros succès financier, pour le coup des gros succès financiers, lui en fait partie. Il a un portfolio de sociétés qui dépasse largement les 9 chiffres, donc ce qui est assez impressionnant pour son jeune âge, après avoir fait plus de 10 ans dans le milieu du fitness. Mais le premier, c'est ce sentiment de mériter quelque chose, d'avoir quelque chose de spécial en eux. C'est un sentiment qui est un peu indescriptible, mais c'est se dire, voilà, moi j'ai ce petit truc en plus. Moi j'ai ce sentiment que je peux faire quelque chose de ma vie, je peux faire quelque chose qui peut être reconnu par mes pairs. Ça, c'est la première chose. Le deuxième trait de caractère, c'est la peur de ne jamais obtenir le résultat voulu. Donc,
Donc c'est un peu ce qu'il appelle la crippling anxiety, c'est d'avoir cette anxiété finalement de ne pas arriver à ce niveau-là, si tu veux. Je trouve ça trop smart comme... Et la troisième, c'est le contrôle de ses impulsions, le contrôle de ses envies, le contrôle de se dire, c'est le déterminisme finalement, de se dire si je veux faire quelque chose, je le fais, si je ne veux pas faire quelque chose, je ne le fais pas, et je ne vais pas subir l'injonction de qui que ce soit, je ne vais pas subir l'injonction parce qu'on me dit que c'est la chose à faire donc je le fais. Non, c'est le impulse control, c'est de contrôler ses impulsions et de pouvoir faire comme on dit qu'on a envie de faire. Donc si je veux travailler de 14h à 16h, je travaille de 14h à 16h. Je ne travaille ni à 15h jusqu'à 17h, ni de 11h jusqu'à 18h. Non, j'ai décidé que c'était de 14h à 16h, donc je contrôle mes impulsions et je le fais. Si je sais que pour atteindre mon objectif, j'ai pas besoin de manger ce gâteau au chocolat, donc je ne mange pas ce gâteau au chocolat. Je ne me laisse pas tenter ou je ne me laisse pas séduire par la tentation. Je vais plutôt choisir de réduire mon impulsion. Ce truc là effectivement de savoir dompter ses pulsions, c'est vachement important. Tu vois, encore une fois, quand tu apprends à identifier un petit peu ton mode de fonctionnement, moi je sais que je suis quelqu'un qui marche beaucoup à l'excès. Tu vois, quand je décide de faire la fête, je le fais avec excès. Quand je décide de travailler, d'obtenir du résultat, je vais le faire avec excès, et je ne vais pas accepter d'arrêter ce que je suis en train de faire ou de diminuer mon temps de travail si je n'ai pas fait tout ce qui devait être fait pour obtenir ce résultat. Et donc, étant donné que... et tu vois, et ça, tu le travailles comment? Par exemple, quand tu vas au restaurant, je sais pas, moi, je sais que quand je vais au restaurant la semaine, je fais en sorte de manger des plats qui sont en adéquation avec mon régime alimentaire quotidien par rapport à mon programme sportif, tu vois. Et le burger, je vais me l'autoriser le week-end, par exemple, tu vois. Et le fait de 80% de ton temps dompter tes pulsions et de faire des choses que tu n'as pas envie de faire, bah, ça te rend beaucoup plus résilient, beaucoup plus résistant, et ça te permet d'accomplir beaucoup plus de choses, je pense, tu vois. Alex Hormozy a un dicton, on va dire un art de vivre qui est « Never skip dessert ». Ne jamais louper le dessert, par exemple, alors que putain, il est beaucoup plus stock que nous deux réunis. Et voilà, il loupe jamais le dessert. Tous les jours, il va manger un truc sucré, soit une glace, soit un cheesecake, soit peu importe. Donc voilà, c'est un peu cet élément qu'il y a certaines personnes, tu vois, qui vont faire du fitness pendant des années, qui vont se dire non, jamais je vais manger sucré, je vais arrêter avec les desserts, je vais manger propre tout le temps. Même les gros bodybuilders le font jamais. Ouais. Voilà, c'est la part d'unicité, c'est la part propre à chacun de faire des choses qui sont en cohérence avec ce qu'on a envie de faire. Par exemple, moi, ce qui est en cohérence là, c'est de commander un énorme Five Guys après le podcast. C'est un peu une habitude qu'on a pris depuis qu'on est sur Dubaï. Alors, les amis, il y a une chose que vous ne savez pas sur Alessandro, parce que vous le voyez là assis, etc. Vous ne l'avez jamais vu manger sur le podcast, même avec les invités, etc. Mais c'est ce qu'on appelle dans le jargon, un glouton, un putain de glouton. Il peut avaler, je pense, une demi-vache facilement à lui tout seul. Hein? Ah ouais, non, ça va, Alors, je vais raconter une histoire. Il est arrivé à la fin de ce podcast, effectivement, parfois, souvent, on se commande un Five Guys à la fin de ce podcast parce que ça creuse de parler autant. C'est vrai qu'on... si ce n'est que parler. ça creuse de débiter autant de paroles à la minute. Et il arrive que parfois, il commande un burger Five Guys, qu'on commande un burger Five Guys à la fin. Et il est arrivé déjà 2 fois qu'à la fin, donc une fois le burger terminé, qu'il en recommande un deuxième directement derrière. Alors, l'avantage, c'est qu'on est à Dubaï et du coup, on peut commander ce qu'on veut à n'importe quelle heure et que ça arrive globalement en 15-20 minutes, même pas. Donc voilà, le fait de manger un Five Guys, de se dire ah putain, c'était bon, j'ai envie d'un deuxième, boum, il en recommande un deuxième. Parce que il y a tellement de privation de dopamine la semaine que quand il y a le moment où on boit un coup et là, bah tu vois, on lâche les valves, on mange, on s'amuse. Ouais, c'est vrai. Mais encore une fois, je pense, comme dit, il y a autant de manières de réussir qu'il y a d'êtres humains sur Terre. Hein. Et ça, malheureusement, d'accord, mais du coup, qu'est-ce que je fais ça? Que ça peut amener à la confusion les gens. Mais non, tu vois, au contraire, faire du sport, c'est bien. Se coucher, prendre. Tu vois, moi, je parle déjà en développement personnel, déjà appliquer la triptyque, on en a parlé à Bali dans un podcast. Bien manger, bien dormir, faire du sport. Déjà, tu fais ça. T'es développé personnellement. Et on parle de la notion de succès sur tout ce qui englobe
le lifestyle autour d'une vie qui a du succès, mais concrètement, ce qui apporte du succès, ce sont les actions liées à ton business. Ouais. Donc, en fait, globalement... C'est pas Tony Robbins sur YouTube à 9h du mat en te levant, devant tes céréales. Bah non, c'est pas ça. Peut-être que ça peut t'aider, peut-être que ça peut te donner une boost de motivation pour mettre ton cul devant le PC et puis commencer à bosser, mais globalement, ce qui va faire que tu vas avoir du résultat, c'est si tu as un produit à vendre, c'est d'en vendre un maximum possible. Si tu as une société à faire tourner, c'est de faire en sorte que la société tourne. Si tu as des gens à gérer, c'est en sorte que ces gens soient gérés. Donc en fait, c'est toutes les actions qui vont t'apporter des résultats. C'est quoi ? C'est l'acquisition de nouveaux clients, c'est l'acquisition de nouvelles opportunités. Et ça ne se fait que par le travail redondant, le travail parfois répétitif, parfois ennuyeux, mais qui fait partie intégrante également du succès. Et souvent, les gens ont tendance à parler de leur lifestyle, tout ce qui est autour, parce que c'est un peu là où ils ont une zone de contrôle qui peut être différente de chacun, et qui peut être, bon, bah voilà, moi, le sport que je fais, c'est de la natation, et je ne fais que de la natation, et c'est tout ce qui me plaît en faisant une activité sportive. Bah, écoute, c'est génial, c'est ton côté unique. Mais par contre, si tu as envie de réussir dans le monde des affaires, bah, il faut vendre. C'est commun à n'importe quelle société, sauf les startups financées par l'État ou bien celles qui sont sous perfusion de VC à coup de la BPI en France. De la BPI en France, mais qui sont sous perfusion de venture capitalistes qui investissent massivement dans ces sociétés. Mais globalement, qui se font diluer leur raste et qui se font diluer, etc. Bon, bref, on fait un parallèle avec le podcast de Tougan là-dessus. Le sujet a été bien traité. Mais la réalité, c'est que qu'est-ce qui va faire qu'une société va perdurer, qui va fonctionner, qui va générer du chiffre d'affaires, c'est de vendre. On a quand même dit diluer leur race. Ah oui, ouais, quoique, tu regardes par exemple Zuckerberg, ça va, il a une bonne part de contrôle sur un gros gâteau. Il y a aussi, oui, mais voilà, mais si t'as 10% d'un gâteau à 100 milliards... Ça va. Et d'ailleurs, ils ont beaucoup perdu en capitalisation dernièrement. Meta, c'est vrai qu'on en parle très peu de ces grosses sociétés parce que c'est vrai qu'on est un peu dans l'actualité, business, dans ce qu'on contrôle, et on regarde pas ce qui se passe à l'échelle des grosses sociétés. Moi, une personne que j'aimerais avoir dans le podcast, c'est Jonathan Angelov, le fondateur de Aircall. Une licorne française, Centaure, donc 100 millions d'euros annuels de ARR. Incroyable. Et super smart, une enfance, une histoire super smart. Jonathan, si tu vois ce podcast, t'es le bienvenu. Voilà. Mais oui. Tu vois, le fait de voir les choses sous le prisme de l'action plutôt que sous le prisme de la projection, de la vidéo, de prendre la plupart d'utiliser la plupart de son temps pour se masturber le cerveau, pour discuter, pour hypothétiser sur un futur avenir, etc. Je pense que la plupart des gens qui font ça, c'est qu'ils fuient, c'est une manière pour eux de fuir la réalité. Parce que c'est beaucoup plus dur de regarder la situation telle qu'elle est aujourd'hui. Ok, j'ai pas d'argent, j'ai pas de business, je veux m'en sortir. Ou alors, voilà, j'ai des opportunités, mais peut-être que j'en extrais pas le nectar à son plein potentiel. Et donc, il faut peut-être que je me remette à l'action, que j'entreprenne différemment. Mais vraiment avoir la tête dans le moteur de la bagnole plutôt que de regarder, tu vois, les Ferrari ou regarder au loin et dire ouais mais putain si je fais comme si... Non, reste la tête dans le moteur et passe à l'action, parce que de toute façon si t'es pas là à modifier le moteur de la bagnole elle roulera pas. Donc en fait, accepter de voir les choses en face. Peut-être qu'aujourd'hui vous n'avez pas la situation que vous voulez ou qu'on aimerait avoir, que vous voulez avoir. C'est pas grave. Mais il faut accepter de regarder les choses en face et arrêter de fuir cette réalité en se replongeant la tête dans un développement personnel qui ne veut absolument rien dire. En fait, c'est un mot qui est utilisé à outrance. Alors que pour moi, la meilleure manière de se développer personnellement, c'est de passer à l'action et c'est d'apprendre de ses erreurs, en fait. C'est de se lever le matin et de se coucher le soir en ayant le sentiment d'avoir fait de sa journée quelque chose de différent et d'avoir entrepris des actions, peu importe dans quelle direction, mais d'avoir fait des choses. Et je trouve que j'ai essayé plein de trucs, mais le fait de se coucher le soir en ayant le sentiment d'avoir fait des choses de sa journée, j'ai jamais trouvé quelque chose qui remplit plus un être humain que ça. Je pense que les deux actions à plus haut effet de levier, surtout à plus petit niveau et même un peu plus tard, selon moi, il n'y a que deux choses. La première chose, c'est de vendre. De vendre, peu importe quoi, son produit, son service, peu importe, c'est d'acquérir des nouveaux capitaux, d'acquérir du nouveau chiffre d'affaires. Et la deuxième chose, c'est l'acquisition de nouvelles compétences ou l'amélioration de ses compétences actuelles.
mais de vraies compétences. Ça veut dire qu'est-ce qui concrètement fait que tu arrives à vendre un produit aujourd'hui et comment est-ce que tu peux améliorer tes compétences actuelles pour vendre potentiellement plus cher ou bien vendre à plus de monde. Et ça, c'est globalement ce qui garantit le succès de la majorité des personnes, c'est qu'elles ont développé un skill set, un kit de compétences. Ça peut être une ultra spécialisation comme une pluridisciplinarité assez importante, donc de lier plusieurs types de compétences ensemble et d'en faire quelque chose d'intéressant, ou bien au contraire d'être nul sur la majorité des choses, mais d'être très bon à 100% sur une seule chose. Et de l'autre, c'est de vendre. C'est de vendre. N'importe quelle société vend, peu importe son niveau. Les plus grosses sociétés comme Google, etc., vendent comme Facebook, Google, etc., vendent des espaces publicitaires. C'est leur plus grosse source de revenus aujourd'hui, c'est la vente. Donc de pouvoir vendre et de pouvoir améliorer ses compétences. Globalement, tout ce que tu fais autour, ce sont globalement des actions qui peuvent potentiellement t'aider à avoir une meilleure énergie, à avoir une meilleure clarté, à avoir plus d'efficience, plus d'efficacité mentale, on va dire, d'avoir le cerveau plus sharp, d'avoir un couteau plus aiguisé. Donc oui, tu peux passer une demi-heure de ta journée à aiguiser ton couteau, mais globalement, en tant que cuisinier, si tu ne coupes pas ta viande, si tu ne coupes pas tes aliments, etc., tu ne peux pas faire un plat à la fin. Donc globalement, oui, passe du temps à aiguiser ton couteau, c'est très bien, mais derrière, il faut quand même, la majorité du temps, être en train de couper des trucs pour pouvoir faire ensuite ton putain de plat, parce que sinon, ton plat, il va pas sortir de la cuisine si tu as passé la moitié de ta journée à aiguiser ton couteau. C'est pas comme ça que ça marche. Donc voilà, il y a un peu cette dichotomie entre les actions qui peuvent potentiellement aider à avoir plus de succès et celles qui contribuent réellement à 100% de succès. Et globalement, si contre vents et marées, tu arrives de manière régulière, de manière constante, avec beaucoup de persévérance et de discipline, à appliquer ces actions-là, et ce, pendant les 5-10 prochaines années, on se rappelle dans 10 ans et puis on verra. Mais après, il y a aussi une dimension d'acquisition de compétences. Effectivement, si tu pars de zéro et que tu n'y connais rien, mec, plonge-toi dans les bouquins, plonge-toi dans certaines vidéos pendant un certain temps, histoire d'avoir une certaine base. Mais une fois que cette base est construite, on l'a cité dans le tout premier podcast qu'on avait fait à Bali, c'est d'aller sur le terrain et puis d'apprendre des occurrences, des choses que tu rencontres sur ton chemin qui vont être bien plus riches en apprentissage que de lire un bouquin général. Et plus tu avances dans ton chemin, plus l'information doit être spécifique à tes besoins. Globalement, l'information la plus spécifique à tes besoins, c'est les exemples de conneries, d'erreurs que tu as pu faire. C'est des exemples de réussite et de victoires que tu as pu avoir qui vont déterminer quels sont les apprentissages que tu vas pouvoir en tirer. Et ça, c'est game changer. Et après, le troisième, c'est aussi la rencontre de nouvelles personnes, bien que, et je vais te dire un truc, depuis que je suis à Dubaï, j'ai quand même remarqué qu'on a rencontré plein de personnes qui sont très inspirantes, et même à travers ce podcast, on a rencontré plein de personnes qui sont très inspirantes, et donc on peut en quelque sorte s'inspirer de leur façon de réfléchir et de voir quel est leur prisme de réalité, comment est-ce qu'ils analysent les choses. Néanmoins, parfois, pas toutes les rencontres sont fruits à une collaboration, à une synergie potentielle. Pas toutes les rencontres, bien que, oui, tu rencontres des millionnaires et que tu peux être ami avec ces millionnaires-là, parfois, tu peux être ami avec ces personnes-là et recevoir des conseils de ces personnes-là. Mais pour autant, c'est pas game changer non plus pour ton business. Donc oui, le network est très important, mais c'est pas non plus ce qui va garantir ta réussite. De toute façon, si tu veux extraire le meilleur de ton network, donc de ton réseau, déjà, faut considérer que ton réseau ou les gens que tu rencontres, de toute façon, ne vont pas te servir, businessment parlant. Et c'est les meilleurs débouchés. C'est de considérer chaque être humain que tu rencontres ou que tu as l'opportunité de rencontrer et avec qui il y a un bon feeling, parce que des fois, tu rencontres des gens, il n'y a pas de feeling, comme tu venais de le dire, mais vraiment comme une relation purement, tu vois, neutre. Pourquoi pas créer un lien amical, mais tu vas prendre des nouvelles, mais ne pas inclure une dimension business tout de suite ou de vouloir absolument présenter une opportunité ou quoi. Il n'y a rien de tel pour niquer, je trouve, une amitié. Au contraire, je trouve que les meilleures relations se bâtissent avec le temps et que, au contraire, une personne que tu rencontres aujourd'hui et que tu prends le temps d'entretenir comme un jardin, tu vois, tu prends le temps de cultiver la relation, bien des années après, s'il se trouve qu'il y a une opportunité intéressante pour lui et pour toi, et que tu as cette opportunité entre les mains et que tu vas l'avoir pour lui présenter cette opportunité, le fait que les années précédentes tu as fait cet effort de cultiver la relation, tu auras beaucoup plus de confiance et de crédit à ses yeux et tu auras beaucoup plus de chances qu'ils te suivent dans l'opportunité que si tu l'aurais bourriné directement.
Donc non, je pense que de toute façon, il faut être désintéressé dans la vie pour obtenir le meilleur des autres. Il faut être désintéressé, il faut être profondément intéressé par l'humain plutôt que par le portefeuille, tu vois. Moi, pour avoir vécu une personne que je considérais comme mon ami qui au final n'en voulait qu'à mon portefeuille, et à chaque fois que je le voyais, même on est partis en vacances ensemble, systématiquement, il ne pouvait pas s'en empêcher de vouloir me vendre ses produits et ses services. Ça me cassait les couilles, tu sais très bien de qui je veux parler. Mais c'est ouf. Au bout d'un moment, je dis mais mec, on est à la piscine, on est dans un autre pays, on est au bord de la piscine, on est en train de boire un mojito. Tu te rends compte là de ce que t'es en train de faire? T'es encore en train de vouloir me refourguer tes merdes. On est en vacances, putain, tu peux pas t'en empêcher. Il me dit mais non, mais parce que pour lui en fait c'était normal, et c'est là où je me suis alarmé. Je dis ah ouais, en fait c'est vraiment sa nature, il se comporte comme ça avec tout le monde, putain, il doit être sacrément seul le type. Et ça en fait ça m'a éloigné de lui parce qu'à chaque fois il pouvait pas s'en empêcher, tu vois. Alors que il aurait pris le temps d'être juste neutre, de s'intéresser à moi et de juste kiffer, d'être mon pote et d'être désintéressé. Bah, au bout d'un moment, quand il m'aurait présenté quelque chose des années après, je me serais dit, ah, la première fois qu'il me propose un truc, il a pris le temps de cultiver la relation et ensuite il me propose son truc. Peut-être que ça vaut le coup. Mais un mec qui te rentre dedans comme ça, c'est dégueulasse, quoi. Donc non, c'est super important, je pense, de prendre le temps. Mais les grandes choses prennent du temps, que ce soit créer une relation, créer un business long terme. Tu vois, Warren Buffett, hein, personne veut utiliser sa méthode, hein, mais pourtant c'est celle qui fonctionne. Hein, mais personne veut devenir riche à 60 ans, ça fait bander personne. C'est pour ça que peu de gens le deviennent. Hein. Mais sans pour autant utiliser sa méthode d'invest. Juste prendre le temps de capitaliser sur une compétence, tu vois, pour peut-être boucler la boucle du podcast. C'est au lieu de faire saute-mouton entre plein de business, bah, choisis-en un et bousille-le. Regarde, les derniers qu'on a eu sur la chaîne, là, il a 15 ans de web, mais 8 ou 10 ans de e-com. 8 ou 10 ans. Alors qu'entre ces 8 ou 10 ans, il a eu des hauts et des bas, il a eu des remises en question, il a eu d'autres propositions de business. Il aurait pu très bien dire, bon, bah, je vais tester. Non, je reste là, je bouge pas. Et des exemples comme ça, on en a plein. Enfin, la réalité, c'est que tous les gens, moi que je connais, peut-être que tu connais, qui sont successful, c'est des gens qui ont pris un business model et qui l'ont bousillé de long et en large, mais qui n'ont jamais dérogé de ce business. Prenons Kevin, tu vois, c'est pareil. Ça, c'est vrai que, putain, c'est ce culte du serial entrepreneur. Celui qui a 6 boîtes en même temps, si tu veux. Ah oui. 6 boîtes, ok, ça fait en bien même temps, à table. Plutôt qu'en avoir une extraordinaire. Et ça, c'est vrai que c'est un truc que j'ai toujours un peu de mal à comprendre. Tu sais, c'est cette loi des chiffres. Globalement, bah, tu as l'impression d'avoir plus de crédit lorsque tu dis que tu gères 4 boîtes en même temps, si tu veux, et 4 équipes différentes, et 4 produits totalement différents, et 4 axes et systèmes d'acquisition totalement différents, plutôt que d'en avoir un que tu bourrines comme un grand malade. Tu vois. Moi, je trouve que c'est plutôt gage de qualité, quelqu'un qui se concentre sur une chose et qui fait en sorte que cette chose-là marche, mais à des altitudes stratosphériques. Mais ça, c'est pour remplir une fonction du statut social qui est le fait d'être busy. Ah oui, c'est vrai, oui, il y a la culture de l'occupation. Ouais, je suis super occupé. Oui, là j'ai un espace dans mon calendrier, je suis open. Gros, c'est tout ce que parfois tu te poses sur ton canapé et que tu te grattes les couilles. Mais bien sûr, mais comme tout le monde. Ou alors vraiment t'as une vie de merde et t'es au bord de la dépression, quoi. mais c'est vrai, parce que le fait d'être occupé à table, en repas de famille, le fait d'être busy, de faire style, t'as un emploi du temps de ministre, selon les gens, ça élève leur crédit vis-à-vis des gens. J'ai jamais compris ce truc-là. Ou alors t'as les gens qui gèrent mal leur temps, tu vois. Moi, j'en fais partie. Enfin, quand je gère mal leur temps, c'est vrai que sur des sujets qui me, tu vois, parfois au niveau des relations, tu vois, que ce soit avec mon ex-copine ou même avec ma famille proche et tout, c'est vrai que des fois je repousse des appels, je dis que je t'appelle à ce moment-là, au final je t'appelle pas. Donc voilà, parce que, mais ça c'est pas par une volonté de vouloir montrer une valeur perçue de je suis busy, regardez, je suis un entrepreneur pris et tout. Non, je m'en bats, c'est pas du tout ça. C'est parce que vraiment je gère mal mon temps et mon sens des priorités. Oui, souvent tu mets 2 rendez-vous sur le même créneau horaire. Ouais, ça arrive, et tu choisis celui qui en vaut le plus la peine. Ah, c'est bon ça. C'est bon ça. C'est souvent ça. Tu vois. C'est bon, ça. Après, il y a ceux qui font en sorte de mettre chaque chose dans leur créneau. Ouais. Non, mais c'est plus clair. de ce genre-là. Mais t'as 2 types de gens. T'as l'entrepreneur busy ou celui qui veut faire style qu'il l'est. Ouais, cette culture. Par contre, ça c'est un truc assez américain dans l'état d'esprit, ce truc du hard work, hustle culture, tu vois. Où voilà, tu vois, c'est cette. Ouais, c'est. Après, voilà, c'est clair que quand tu construis ton business à la base et que tu dois tout faire tout seul de A à Z,
bah oui, tu as intérêt à bien bosser, tu as intérêt à beaucoup bosser, tu as intérêt à y mettre les heures, parce que sans ces heures-là, il n'y a rien qui se fait. Tu vois, au départ, il faut mettre ces heures-là. Mais après, plus tu délègues, bah, plus tu regagnes ton temps. Et après, bah, y a certaines personnes, voilà, elles délèguent et puis elles savent plus quoi faire de ce temps-là. Bon, bah écoutez les amis, déjà merci, bonjour. On peut pas boire et se checker en même temps, hein. Et les mains sont occupées, hein. Une main sur la console et une main sur le verre. Les amis, merci de votre présence. Petit podcast, encore une fois, intimiste avec Jo. Là, en tout cas, il nous reste 15 jours ici. Ensuite, il y a des podcasts qui vont arriver, ou alors peut-être ça sera sorti entre-temps. Mais il y a un format. Non, ça sera pas sorti entre-temps. Celui-ci sera pas sorti entre-temps. On sera, je pense qu'on sera même plus à Poitiers lorsque celui-ci sortira. Ouais, probablement, si on suit l'ordre des choses. Ouais. Donc, vous allez avoir un format très intéressant qui va arriver sur la chaîne aussi. Merci pour votre fidélité. Et évidemment, on n'oublie pas, les amis, vous le savez, il faut donner de la force. Donner de la force à la chaîne, parce que malheureusement YouTube ne nous met pas assez en avant. Du coup, on compte sur vous, sur votre mobilisation pour faire grossir la chaîne, et pour ça, un petit like sur la vidéo. Et ouais, t'as vu, je demande, je quémande du like, c'est la seule manière d'en obtenir. Tu deviendrais presque un vrai youtubeur à force. Ah bah, écoute, j'apprends le métier, c'est pas facile. Un petit like, les amis, n'hésitez pas à commenter, à réagir en commentaire. J'y réponds personnellement tous les jours. J'ai une routine le matin, pendant 10 minutes, je réponds à tous les commentaires. Ça me demande de l'énergie, mais j'y prends un malin plaisir, même aux haters, sachez-le. Donc on commente, on s'abonne, on like, les amis. Et puis moi, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo avec Joa. Avec Jo, ou bien avec d'autres invités. Ou avec d'autres invités. Il y a encore des gros invités qui arrivent dans les prochaines semaines. Ouais, on n'a que des gros invités. Et oui, que des gros invités de grande qualité. Des gros ou des gros à en devenir. Bon, non, ils sont tous gros. Ils sont tous gros à leur échelle. Ils sont tous en surpoids financier. L'obésité financière est bonne pour la santé. Voilà, les amis, on finira là-dessus. Merci. Ciao.